Bonjour, notre itinéraire sur la grande pêche se poursuit. La morue a longtemps nourri le ventre des hommes, mais aussi leur imaginaire. Des peintres comme Marin-Marie, des compositeurs comme Théodore Botrel ont immortalisé les goélettes dans la tourmente, la paimpolaise qui attend son marin au pays breton. Mais celui qui a su le mieux décrire la vie de ces pêcheurs d'Islande, c'est l'écrivain Pierre Loti. Un jour d'automne 1882, dans le port de Brest, le marin Pierre Loti aperçoit une jeune fille du quartier de Paimpol. Elle est venue faire ses adieux à son frère matelot. Il en tombe aussitôt éperdument amoureux. Il a été ébloui par cette Islandaise qu'il décrit de manière extraordinaire. Une fille de pêcheur, brunie à la mer, de cette race des côtes du Nord qu'on appelle les Islandais. Elle était remarquablement belle, d'une beauté antique, sculpturale, avec de grands yeux dédaigneux qui m'avaient charmé. C'est magnifique, tout est dit. Loti tente de séduire la belle, demande sa main, mais elle l'a promise à un pêcheur d'Islande. Il en a le cœur brisé. Pour se consoler peut-être, il commence à écrire. Il offre les traits de sa bien-aimée à Gaude et raconte les marins, le grand Yann qui part de longs mois pêcher dans les mers d'Islande. Il avait vraiment en estime ces marins qu'il avait vus sur toutes les mers du globe, ces marins bretons, ces marins du pays de Paimpol. Et c'était pas du folklore, c'était vraiment leur restituer leur âme. Dès sa sortie, le roman est un immense succès. La vie des pêcheurs d'Islande touche les lecteurs. Loti en profite pour lancer une souscription pour les veuves. Dans le Figaro, il y a eu une collecte et lui-même est venu à Paimpol remettre des sommes d'argent à des familles, à des veuves d'Islandais. Et ça a été vraiment très bien perçu à Paimpol. Il a sensibilisé l'opinion publique à la vie très dure des marins en Islande. Loti n'a jamais navigué à Islande, mais le vent glacé, la brume s'engouffre dans ses lignes. Ça a permis de mettre Paimpol et la vie des Islandais en avant. Loti, c'est le magicien de la gloire paimpolaise. Il a donné à Paimpol un destin littéraire que n'ont pas eu des ports comme Boulogne-sur-Mer ou Dunkerque. Les personnages en faïence se conservent plus longtemps que les vrais hommes, écrit Loti, évoquant les petites vierges embarquées sur les goélettes et le terrible sort des marins. Les êtres de papier aussi traversent le temps. Longtemps, après Islande, ils permettent de ne pas oublier ces hommes, ces femmes, l'histoire de la grande pêche. Le cinéma, la télévision se sont eux aussi penchés sur le sort des Islandais et des Terre-Neuva. En 1997, Hervé Ballet réalise Entre terre et mer. Une de nos équipes avait assisté au tournage. C'est notre séquence. Ina. Une brume mauvaise au large de Terre-Neuve, une goélette prise dans les éléments, des marins à la barbe gelée. Tout ça, c'est du cinéma. Pour tourner les scènes extérieures du Grand Banc, le réalisateur Hervé Ballet s'est installé dans les studios de la SFP. Oui, ils m'ont dit que je dépareillais pas Saint-Suyac. Donc, il n'y a plus de vrai, il n'y a plus de faux. On ne sait plus qui fait l'acteur ou qui fait le pêcheur. Là. Sortez les avirons. Préparez à déborder. Aux avirons pour déborder. Pour cet équipage d'anciens Terre-Neuvins et de patrons pêcheurs bretons, les manœuvres s'opèrent naturellement. Face aux menaces de la mer, les gestes de survie reviennent comme de vieux réflexes. Le gros temps, ouais, ça, j'ai connu. J'ai serré les fesses très fort, bien des fois. Des fois, en débarquant, on dit plus jamais, je ne retourne plus, ça suffit, que j'en ai marre. On a eu peur, on a eu froid, puis on oublie. Pas de réel danger aujourd'hui face à un iceberg de carton-pâte. L'effet est pourtant impressionnant. L'équipage simule la peur, celle des Terre-Neuva dans la brume du Grand Banc. Hommage des gens du métier et du cinéma à la pêche d'autrefois. Les aventures de Pierre Abgral, paysan qui s'embarque pour Terre-Neuve, avaient été suivies par 5 millions de téléspectateurs. Mais les petits Bretons, eux, ignorent souvent ce passé. Alors Pascal Bresson a décidé d'adapter la série en bande dessinée.
J'ai dû réécrire en fait Entre terre et mer à ma façon bande dessinée parce que la télé, eh ben, c'est pendant 1 heure, 1h30, ils ont le temps, la caméra elle tourne pour parler, les émotions. Ils peuvent avoir une demi-heure pour un petit dialogue, alors que moi j'ai qu'une page, j'ai 46 pages dans un album. Maintenant, ce qui est assez amusant, c'était les témoignages, les anecdotes. Comme par exemple, au moment où ils embarquaient, la plupart avaient reçu une avance, les avaient dépensés dans la boisson, et il y avait les femmes qui amenaient leur mari dans des brouettes jusqu'au bateau, et certains se réveillaient en pleine mer. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire d'Eterneva? C'était surtout des hommes qui en bavaient. Quand ils partaient, il y a des exemples comme ça où 4-5 marins étaient morts pendant la traversée. La plupart ne savaient pas nager et d'ailleurs ça ne servait strictement à rien parce que sur Terre-Neuve, une fois dans l'eau, il faisait tellement froid que c'était comme des lames de rasoir qui les coupaient. Du coup, c'était aussi pour leur rendre hommage à ces Eterneva. On leur rend hommage, mais surtout ils ont pu les offrir à leurs petits-enfants qui... au travers, encore une fois, de cette bande dessinée, leur ont dit, voilà ce que j'étais, voilà ce que j'ai fait. Tu vois, quand un homme tombait à l'eau et se faisait manger par les mouettes, c'est exactement comme ça. Les enfants, ils disent, maintenant, on parle le même langage que toi, grand-père. Dans les années 1990, on craignait que la surpêche n'ait définitivement fait disparaître la morue. Petit à petit, elle refait son apparition dans les eaux glacées de Terre-Neuve. Un jour, peut-être, des marins repartiront pour l'aventure de la grande pêche.